moi j'aime toujours dire que le low-tech c'est un peu, c'est d'abord une démarche en fait, c'est pas il y a des objets low-tech, des objets pas low-tech. Alors, on avait dit qu'on définissait pas le low-tech. On est un peu obligé du coup, voilà, non mais en quelques mots quand même, ça, parce que voilà, des fois je sors mon téléphone 2G et puis les gens ils disent ah oui bah oui Philippe Duix, ah oui vous avez il est low-tech votre téléphone. Bon, et ce téléphone 2G il y a 15 ans, c'était avant l'arrivée du smartphone, c'était la pointe de la modernité. Donc on est toujours le low-tech et le high-tech de quelqu'un. Donc moi j'aime bien parler plutôt d'une logique, d'une démarche effectivement qui consiste d'abord à dire qu'on fait de la sobriété, peut-être on va y revenir, et une sobriété qui est pas juste une sobriété austérité avec je chauffe moins et je sais pas quoi. Il y a d'autres manières de faire de la sobriété aussi, une sobriété plus systémique. Et puis que effectivement les objets qu'on fabrique, eh bien on ait des réflexions autour de leur conception, de leur design, de l'accès aux pièces d'usure, de leur réparabilité, pour les faire durer. Alors du besoin auquel ils répondent, je le collerais plutôt dans la sobriété, on va dire de quelle fonctionnalité j'ai besoin. Voilà, mais on peut réfléchir à ça. Voilà, et donc du coup, la question c'est un peu jusqu'où on va. C'est-à-dire que voilà, dans l'agriculture, il y a plein de techniques hyper intéressantes qui se développent, la permaculture, l'agroforesterie, le maraîchage biologique intensif, voilà, plus respectueux des sols, du vivant, etc. Par contre, quand on commence à dire on va faire de la traction animale, j'ai un peu plus de mal. Alors je veux bien qu'on fasse un peu de traction animale en maraîchage pour traverser des rangs de carottes et je sais pas quoi, mais faire de la traction animale en grande culture, c'est un peu revenir quelque part au 19e siècle où on avait 15% des surfaces agricoles qui étaient dévolues à l'avoine, enfin à la nourriture des chevaux. À la nourriture des c'est un peu dommage probablement. Voilà. Par contre, on peut avoir une réflexion sur c'est quoi les engins agricoles. Moi, je pense par exemple à des associations comme l'Atelier Paysan, qui est un peu incroyable, qui développe qui est à la fois une vraie réflexion politique, et je vous incite à lire leur bouquin publié au Seuil. Hein. On le mettra en description. Ouais. Voilà, qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, et qui aussi fait des ateliers d'autoconstruction avec des plans en libre accès d'un certain nombre de machineries agricoles. Et bon, l'idée, voilà, elle peut être de dire quel type d'engin j'ai besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a une course aussi à la taille. Des engins qui sont de plus en plus puissants, qui sont de plus en plus lourds, qui tassent de plus en plus les sols. Polyvalents aussi. Et voilà, qui endettent de plus en plus. Et donc, finalement, il y a toujours une gradation. On part finalement de la vache de Fernandel, et puis voilà, vous avez quoi, une vache, 2 vaches, 3 vaches, et c'est tout, quoi, parce que si vous avez 3 vaches et que vous allez faire la traite à la main, vous en avez pour la matinée, je caricature un peu, mais à peine. Voilà, et puis après vous passez la treilleuse. La treilleuse automatique, c'est pas mal en fait, et ça permet d'avoir peut-être, je sais pas, 10, 15, 20 vaches. Puis après, vous passez au robot de traite tout automatisé, où là il vous faut 150, 200 vaches, et puis après vous arrivez à la ferme des 1000 vaches. Voilà. Et la question c'est à quel endroit vous vous arrêtez, quoi. Et si vous vous arrêtez à traire à la main, là, il faut vraiment qu'on soit très très nombreux à retourner dans le domaine agricole, mais vraiment ce qui est très nombreux. Et censé être le cas dans les prochaines années. Tout à fait, mais entre 1 million de paysans qui sont installés et puis 25 millions, on peut réfléchir. Je dis pas que ça peut être des très très beaux emplois tout, mais il y a des questions de pénibilité aussi, et tout, qui fait que voilà. Oui, la sobriété en lait, dans sobriété, alors on peut manger moins bien entendu, on peut aussi manger moins de lait, moins de yaourt, moins de fromage, je sais pas quoi. Bon, mais voilà, c'est un peu tout ça à la fois, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours une histoire de gradation, voilà, pour moi. Et donc, c'est toujours une logique plutôt de démarche. Donc, en fait, on peut imaginer dans la sobriété, pour anticiper la question qui allait venir, c'est de dire, moi, je pense qu'il y a une sobriété qui est une sobriété d'usage, comme on a commencé un peu à l'expérimenter, qui est un peu désagréable, qui est effectivement de chauffer moins, ou pas climatiser, ou climatiser moins, ou seulement les endroits avec des personnes fragiles. Bon, ça, c'est hyper efficace. Ça demande une évolution finalement juste sociétale, de référentiel. Ça viendra. Peut-être qu'on va, à mon avis, on va pas rénover thermiquement. On va pas avoir le temps. On va pas réussir à rénover thermiquement assez vite. Les enjeux de rénovation thermique sont incroyables. Il faudrait multiplier par 20 la vitesse à laquelle on va aujourd'hui. Tenir nos rythmes pendant 30 ans. J'ai beaucoup de mal à y croire. J'aimerais, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc je pense qu'en fait, on va baisser tranquillement la température. Quand je dis tranquillement, parce que ça va se passer comme ça, et puis on va à peine s'en rendre compte, quoi. Ça sera des petites glissades comme ça. Bon, voilà. Mais il y a d'autres types de sobriété qu'on peut imaginer. Alors, quelques exemples, y compris dans le domaine high-tech. Bon, aujourd'hui, vous avez, on empile les réseaux 2G, 3G, 4G, 5G de 4 opérateurs différents. Bon,
Moi, chez moi, j'ai pas 4 tuyaux de gaz, 4 tuyaux d'eau, 4 câbles électriques qui rentrent dans mon logement pour m'alimenter. Il y en a qu'un.